Bonsoir, aujourd'hui je vais parler du sujet de bac de physique-chimie, donc des séries S, puisque c'est ce que j'ai fait quand j'ai passé le bac. J'ai le sujet qui date de hier, et je vais le parcourir assez rapidement ou pas, je ne sais pas du tout. Juste avant de commencer, si des fois vous avez une explication, j'imagine que ça a été expliqué, enfin il y a une raison, de pourquoi il n'y a plus le mode examen sur les calculatrices. Je le vois sur la première page, l'usage de tout modèle de calculatrice avec ou sans mode examen est autorisé. Donc ça sous-entend que le mode examen a été un peu aboli. Alors que je crois que c'était l'année dernière où il a été mis en place, ça a fait tout un foin, etc. Parce qu'il fallait racheter une calculatrice avec le mode examen. Et là, apparemment, il n'y a plus besoin. Donc, est-ce que c'est parce que toutes les notes, elles ont chuté, il y avait des résultats pourris, ou alors juste il y a eu tellement de scandales et de manifestations et de contre ça que ça a été voté? Et dites-moi si des fois vous avez des infos dessus, c'est par pure curiosité, hein, parce que ça ne servait à rien de savoir ça, mais par pure curiosité. Alors, je sais pas combien il y a d'exercices, je sais pas la longueur des exercices, exercice 1, oh, ça a l'air d'être de la chimie, exercice 2, exercice 3, et voilà, exercice 3. Oh, non, je sais pas s'il a l'air très long. Alors, premier exercice, donc ça a l'air d'être de la chimie, de la noix de muscade à la cosmétique sur 9 points. Ah oui, gros exo. Noix de muscade. Ouais, donc c'est une extraction, donc ça fait un peu truc style TP, style expérimental. Donc là, il donne des caractéristiques de certains composants. Forme brûle, masse molaire, donc il va falloir calculer des masses, etc. Température de fusion. Ça, on s'en servait pour les polymères en PC. Ébullition, solubilité, donc ouais, voilà, il va y avoir sûrement plusieurs phases à soluble dans quoi? Dans quelques solvants, ok, ouais, ok. Ouais, oui. Là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de phase aqueuse, etc. et de phase organique, mais ça va être par rapport à différents solvants. Électronégativité, ça on est censé connaître, je crois, les électronégativités relatives des atomes genre H, C, N, O, Cl. Bon, je sais pas du tout. Pour le coup, ouais, un pKa. Ouais, RCO, ouais, acide carboxylique et carboxylate. Euh, enfin, alcoolate. Oui. Comment on dit carboxylate? Oui, carboxylate. Degré de pureté, il donne en gros la formule. Il donne la molécule de triméristine. Extraction, et bah oui, voilà, c'était logique avec les données qu'il nous donnait. Ouais, bon, je vais pas tout lire. Donner deux arguments. Ouais, l'utilisation du dichlorométhal plutôt que de l'éthanol lors des deux premières étapes. Donc ça doit être en solvant. Ça doit être, comme on a vu, avec la solubilité, avec la triméristine ou la siméristine. Ouais, c'est obligatoirement des trucs comme ça. Justifier l'observation, étape 3, devenu homogène. On observe progressivement la formation de solide blanc. C'est quoi le propanone? Dans le ballon, il y a quoi? Dichlorométhane. Solide blanc, c'est. Je sais pas, il n'y a pas des caractéristiques physico-chimiques. Ça doit être un des trucs qui doit apparaître. Après, filtré sur Buchner. Le solide blanc, c'est la triméristine, j'imagine. Qu'on extrait à partir de la noix de muscade. Ouais, enfin justifié avec sûrement l'équation de réaction pour montrer qu'il y a bien de la triméristine qui est formée en équilibrant avec les atomes, etc. Avec de l'eau, du H+, et tout. Masse de triméristine est-elle obtenue? Et obtenue est-elle en accord? Donc ça c'est par rapport au résultat application numérique. Deuxième sous-partie, obtention de l'acide myristique. Ouh là là, grosse réaction. Ouais, synthétiser l'acide myristique. Donc là, ce qu'on a extrait, on va l'utiliser. On fait réagir avec un excès d'ion hydroxyde, donc les ions, ouais, hydroxyde. Donc une base. C'est la réaction de l'équation, d'accord, du glycérol. Donner la formule semi-développée du glycérol, également propane 1, 2, 3 triol. Donc ça, voilà, il y a trois groupements H sur les 1, 2, 3, c'est OH, 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 youpi, il le donne, c'est là. Ça, c'est juste la nomenclature. À partir des données, retrouver la forme brute des trois groupements R. Ça on fait avec en équilibre, enfin en voyant pour équilibrer tout ça, puisqu'on a tout, on a le glycérol,
on a le OH-, on a la structure du triméristine et la structure du ion myristate, et du coup, il y a 4 groupements qui sont pareils, 3 groupements qui se retrouvent exactement pareils, donc voilà. Probablement des bouts de chaîne carbonée ou des choses comme ça, j'ai pas compté, je compte pas compter. Ouais. Ou peut-être juste des O, des choses avec des O, je sais pas du tout, j'ai la flemme de compter. Non, puisqu'il y a glycérol, bon bref. Recopier, ouais, alors contient 3 fonctions ester, donc oui, donc forcément c'était une chaîne carbonée ou quelque chose qui s'en rapproche, vu que c'est un ester si on rajoute une chaîne carbonée. Étape du mécanisme de la réaction entre un ester et l'ion hydroxyde, ouais, après il y a un truc qui va paf paf, ouais. Mais ça c'est une saponification, ça. Ça m'a tout l'air d'être une saponification, hein. Il part d'un ester, donc une hydrolyse basique, si vous n'êtes pas en PC. Ester plus OH. Le OH, enfin le O du OH, il va se coller, il va attaquer le C. Il va y avoir un doublé du groupe carbonyle qui va se jerter et devenir comme il y a écrit sur la fin du mécanisme, hein, de l'étape de mécanisme. Et après, c'est le doublé, un des 3 doublés du au moins qui va revenir. Et donc, au début, on a fait une réaction d'addition. Et là, c'est un mécanisme d'addition-élimination et pas une substitution. C'est important. Enfin, c'est pas important. Nous, ça ne nous sert à rien, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc là, ce qui nous montre, c'est l'addition. Et après, un des doublés du au moins va revenir pour reformer la double liaison O et éliminer la chaîne, le bout qui est en O, R'. Donc c'est une élimination et on va plus que se retrouver avec le R, double liaison O et le OH qui est venu juste avant. C'est juste une saponification basique, c'est-à-dire une hydrolyse basique. Voilà. Du coup, si vous êtes en terminale, ça sert plus à rien de savoir ça exactement, mais si des fois vous êtes en première, bah voilà, vous savez que c'est une saponification. Si des fois vous voulez le lancer à votre prof en mode ça c'est une saponification, ça peut être rigolo. Mais c'est un truc assez basique pour nous, que ce soit au niveau du réactif, mais aussi de la difficulté au niveau de la prépa en orga. Enfin, c'est un truc qu'il faut savoir normalement. Recopier cette étape et représenter les... Oui, voilà. C'était la catégorie de réaction de cette étape, donc là c'est une addition. Voilà. On fait ensuite réagir... Jusqu'à ce que la solution atteigne un pH... Putain, pas les pH, c'est chiant. L'équation de la réaction est donnée. Ouais, forme prédominante du couple acide myristique ion myristate en fin d'ajout de l'acide chlorhydrique. On dit que l'acide chlorhydrique baisse le pH, donc un truc plutôt acide. Bah, du coup, le plus acide des deux, c'est l'acide myristique. Est-ce que c'est juste ça ou juste que j'ai pas tout lu? Avec le pH, bah après le pH c'est moins log de concentration de H3O+, qui est égal à 1. Bon, est-ce qu'on peut se servir de ça? À la fin de la synthèse et après séchage, on obtient une masse, produit pur, donc que d'acide myristique. Quantité de matière, ben on a petit m, on a grand M dans l'énoncé, donc on retrouve petit n. Déterminer rendement, donc là c'est ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait à la fin divisé par ce qu'il y avait avant, je crois, avec le n. Quantité de matière qu'on a à l'arrivée, quantité de matière qu'on a à la fin, normalement c'est ça si je dis pas de conneries. Nous on le fait avec l'avancement, que vous n'avez pas encore vu. Vous avez vu le tableau d'avancement, mais il y a une grandeur qui s'appelle l'avancement, et on le fait par rapport à ça. Après, en tout cas en deuxième année, je crois qu'on faisait pas ça en première année. Après titrage, donc toujours chimie, donc oui il est un peu plus long cet exo, mais pas non plus ultra long. Produit pas pur, ok il y a un titrage, je lis pas. L'équation de la réaction du support du titrage de l'acide, ouais, bah, acide myristique plus hydroxyde de sodium, donc NaOH. Voilà. Donc là, il faut faire juste l'équation, ce qui nous dit ce qu'il y a, ce qu'on prend. Concentration massique de la solution titrée, bah, masse. Concentration massique, c'est N égale C fois V. N égale petit m sur grand M. Donc, est-ce qu'on fait petit m égale grand M fois C fois V? Je sais pas ce qu'on a. On a un volume. Ah non, on a peut-être à l'équilibre. Si on se place à l'équilibre, on a la concentration, parce que j'imagine qu'ils doivent donner deux. Ouais, voilà. Un volume, le volume est la concentration d'un truc, le volume à l'équivalence. Du coup, on a la concentration du truc à titrer, et c'est comme ça qu'on trouve sûrement la quantité de matière.
Enfin, la concentration. Ah non, non, c'est juste ça, concentration. Non, concentration massique. Donc, c'est-à-dire que là, on a, avec le truc à l'équivalence, avec V phi, C phi égale C mère fois V mère, ou je sais pas comment vous l'appelez au lycée, mais c'était comme ça qu'on l'appelait, nous. T'as la concentration molaire, et du coup, il faut trouver la concentration massique, c'est tout. Avec la masse et tout. Et tout. La masse d'acide myristique, bah, du coup, bah, tu le déduis de la concentration et de la masse qu'il y a déjà. Non, la masse présente dans la solution bah, avec le volume. On admet. Oui, si tu as la concentration massique et le volume, bah, tu as la masse. On admet l'incertitude. Oh oui, ça on faisait ça en physique, en prépa. Proposer un encadrement, bon là c'est avec ce qu'on a, les trucs expérimentaux, déterminer le degré de pureté, ben, ça faut appliquer l'espèce de truc qu'ils ont eu, masse du produit contenu dans l'échantillon, masse de l'échantillon, ça doit être trouvé, j'imagine. Exercice 2, décollage de la fusée Ariane 5. Donc là ça va être fusée, des trucs peut-être de la thermo. Non, on fait pas de thermo au lycée. Enfin, je sais pas. Ah non, il y a des chronophotographies, ça doit être de la cinématique. Ouais, du temps, des ordonnées, des vitesses 100% cinématiques, je pense, vitesse. Calculer la masse des gaz éjectés pendant la direction, durée de l'étude, 2,4 secondes, comparé aux masses au décollage de la fusée. Je vous avoue que j'ai pas lu les trucs. Masse, il y a des masses au décollage. La poussée, donc ça c'est une force. Hauteur de la fusée. Il y a plein de. Ouais, ça doit être une histoire de. Ah, il y a les débits. Oh, bah oui, il donne une durée, donc c'est avec les débits. Donc tu as la masse. Débit plus le temps, enfin fois le temps. Ouais, débit fois temps égale masse. Un débit massique. C'est donné dans l'énoncé, pas de problème. On considère la masse totale de la fusée est constante. Oui, c'est plus pratique. C'est une approximation pendant la durée de l'étude. Allez, de la figure 2, donnée juste en dessous. Non, juste au-dessus. Ah, c'est chronophotographie. La valeur de Y5. Ouais. Ça, oui, y a, en gros, c'est graphique. Bref, ça c'est inintéressant. Le graphe représentant, ouais, donc la vitesse au cours du temps, estimée à l'aide des valeurs qu'on a déjà. La valeur de V2 qui doit donc être manquante. Ouais, il y a un petit carré gris. Non, il n'y a pas de carré gris, mais il y a juste écrit V2. Ouais, donc ça on l'évalue, V, T, bah, parfait, c'est marqué. Cohérent, donc là il faut dire ah non, il faut le retrouver. Ouais, faut le retrouver et recomparer avec la valeur qu'il y a sur le graphe valeur, en figure 3, voir si c'est la même chose, si c'est cohérent. Je pense qu'il y a un truc qui est expérimental et l'autre plus théorique. Je ne vais pas rester très longtemps dessus. Montrer que la valeur de l'accélération pendant la durée de l'étude est proche de 7 mètres par seconde. Alors, est-ce qu'on tout simplement dériver l'accélération de dériver de la vitesse, mais je pense pas qu'il y a ça, puisque là il y a beaucoup de valeurs. Donc là, on va peut-être faire le taux d'accroissement, enfin la vraie valeur de la dérivée, enfin les variations sur les variations de vitesse sur variation de temps, j'imagine. C'est le premier truc qui me viendrait à l'esprit. Justifiant la direction et le sens du vecteur accélération de la fusée, bah là ça doit dépendre elle monte comme ça. Non, j'ai perdu la question. La direction et le sens du vecteur accélération de la fusée. Bah, si elle accélère. Ah non, elle a poussé. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais selon. Ouais, selon si il y a l'accélération qui augmente, bah, elle est dirigée vers le haut. Et sinon, si elle monte bien rectilignement ouais, vers le haut. Et si des fois, soit elle a pas d'accélération, bah, il n'y a pas de vecteur. Bref, j'imagine qu'elle doit accélérer, donc vers le haut. Je choisis. Choisissez les propositions avec les forces. Bah, j'imagine comme elle monte, bah, ça doit être la force de poussée qui doit être dominante, donc sur ma figure 1. Estimer la valeur de la force de poussée, bah, là on fait un bilan, deuxième loi de Newton, non? Un bilan des forces. MA égale. Je sais pas si on. Oui, je crois qu'on fait ça en. Ouais, on fait ça on le faisait en SI, en méca, mais on faisait aussi en physique. Tu fais MA égale le bilan égale la somme des forces, donc F et P. Tu projettes sur l'axe comme ça et c'est fini. T'as la valeur de la force de poussée, tu balances tout de l'autre côté, c'est bon. T'as tout le reste des valeurs, t'as G, t'as la masse, l'accélération, probablement, etc. Et deuxième sous-partie, estimation de la puissance totale développée par la fusée Ariane 5 au début du décollage.
Ouais, donc là c'est une question un peu plus ouverte après ce qui a été pris. Donc tu utilises les données, la puissance moyenne fournie à la fusée par le tout, moteur Vulcain plus booster, pendant 2 secondes. Comparer cette valeur, bah là, puissance, bon, énergie égale puissance fois temps. Je sais pas si ça marche comme ça. L'énergie, je sais pas si tu l'as trouvé. Ça c'est le truc bateau, énergie égale puissance fois temps. Puissance, force. Si je dis pas des conneries, la puissance, tu fais peut-être un TPC ou un truc comme ça. La puissance, c'est la dérivée des forces, enfin de la force. Ouais, une histoire de TPC ou. Je sais pas exactement, mais un truc dans le genre. Ou dérivé. Non, TPC, c'est dérivé de l'énergie égale la somme des puissances. Et TEC, c'est l'énergie égale la somme des puissances. Des forces. Un truc comme ça, je sais plus. Non, enfin, il y a le TMC, c'est la somme des moments qui est égale à la somme des forces. Je sais plus. Non, non, mais, putain, je dis la grosse merde. Non, j'ai oublié le dernier truc que j'ai dit. Mais ça doit être avec un théorème de ce style-là. Et exercice 3, on vous donne le La. Plus court aussi. Ah, les ondes sonores, les trucs comme ça. Ah, j'aimais beaucoup les fréquences. J'aimais bien quand on le faisait au lycée. Et même cette année, j'aime bien encore. Ces trucs avec les intensités, les niveaux d'intensité, les fréquences, les longueurs d'onde, etc. C'est des trucs assez basiques. En tout cas, les premières questions, c'est souvent des, des formules. Dans ces conditions d'utilisation du diapason, le son obtenu est-il pur? Alors, si c'est juste ce qui a marqué là, non, mais flemme de lire, mais en gros, s'il y a juste une harmonique, c'est pur, sinon non. Mais un diapason de base, un La 440 par exemple, c'est pur. Flemme de lire. Le constructeur annonce que le diapason étudié, il émet un La 3, soit un son de 440 Hz, oui, parce que c'est un La 440, en exploitant au mieux l'enregistrement donné, qui est pas ouf, estimé à la période. Ouais. Le résultat, et donc tu as la période, donc tu retrouves la fréquence et tu vois si c'est près de 440. Youpi, voilà. Numérisation d'un signal analogique. Alors c'est quoi? Diapason, attention aux bornes. Je sais pas, mais un diapason c'est un son pur, donc il n'y a qu'un harmonique, et là il y en a qu'un où il n'y a qu'un harmonique. Je sais pas si. Le fait que ce soit analogique ou numérique, ça change pas grand chose, il me semble. Donc je dirais bim le deuxième. Comment distingue-t-on un signal analogique d'un signal numérique? Un signal analogique, c'est. Avant d'être converti en signal numérique, il n'y a pas un nombre discret de valeurs. Ça n'a pas du tout des valeurs discrètes, donc ça peut faire comme ça, alors qu'un signal numérique, tu as forcément une tolérance, tu as une discrétisation de chacune des mesures, donc ça va faire tac, 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 avec une fréquence, c'est fréquence d'échantillonnage, je crois, avec plus la fréquence d'échantillonnage est élevée, plus ça va être mieux, plus ça va être que ça va coller à la valeur analogique. Première étape de la conversation. Ouais, après voilà, conversion, période d'échantillonnage, n-bit, ça c'est des trucs faciles, enfin que j'aimais bien en tout cas. Ouais, montrer qu'en choisissant 2 secondes de fréquence d'échantillonnage et le nombre de bits, la condition sur la taille du fichier est respectée. Il doit pas dépasser 500 KO, donc ça c'est des trucs avec les bits tout court. Quel est l'intérêt d'augmenter la valeur de fréquence d'échantillonnage? Youpi, ça va faire un truc beaucoup plus précis qui va se coller à un truc analogique. Et l'inconvénient, ça va être plus lourd puisqu'il va y avoir plus de mesures. Voilà. Et, troisième sous-partie, émission du son produit par un diapason à 440. Là, ils mettent deux repères. L. Oh, enfin, les niveaux d'intensité avec les décibels et tout. Après avoir frappé. On obtient 2 niveaux, plus intensité, il te donne la formule, intensité divisé par 50. Vérifier la relation qu'il donne, bon j'ai la flemme de le faire, mais je pensais avec ce qu'il donne juste avant. On étudie le niveau d'intensité sonore à 1 mètre du diapason en tournant de celui-ci. On nous donne l'angle, l'atténuation en décibels selon l'angle qu'on a, avec un sonomètre, il nous donne, ouais. Montrer qualitativement que les 2 mesures précédentes, les niveaux sonores, niveau d'intensité sonore, sont cohérentes avec le courbe. Ouais, ça c'est des petites questions à la fin que j'aurais peut-être pas traitées. Bon voilà, il avait pas l'air d'être long, hein. Sauf le premier, non mais encore le premier exercice, la partie vraiment nomenclature, bon c'est peut-être parce qu'on fait de l'orga après et que en plus j'adore ça. Donc peut-être c'est pas normal que pour un élève de lycée, peut-être ça doit prendre plus de temps, mais sérieusement, la partie avec les molécules, etc., instantané, hein.
Surtout qu'il y a pas enfin, il y a juste une justification en écrivant en fait la réponse. Vraiment, ouais, le premier exo, c'est presque celui que j'aurais fait le plus vite parce que c'est de la chimie et c'est des trucs que j'aime et qui sont pas trop compliqués. Après, le reste, voilà. Après la fusée, les deux derniers exos, pareil, sont pas très longs. Le deuxième est pas très compliqué apparemment, et le troisième où il y a des petites questions où il faut peut-être un peu plus avoir un raisonnement à la fin. Donc voilà, moralité, pas trop dégueu au final. Je sais pas, je me rappelle pas du tout du sujet que j'avais eu. Je me rappelle vraiment pas du tout s'il y avait beaucoup de chimie ou pas. J'ai vraiment zéro souvenir. Donc dites-moi si ça s'est bien passé. Je vais pas faire la partie spécialité parce que bah, déjà j'avais pas fait de spécialité. Et puis vous voyez, la vidéo elle dure 20 minutes, donc je pense que c'est pas nécessaire de rajouter. Donc voilà, j'espère que vous, ça s'est bien passé. Dites-moi si ça s'est plutôt bien passé, bon feeling ou pas, si vous aimez la chimie ou pas, ou plutôt pourquoi vous aimez pas la chimie. Et voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour épreuve de maths, et à demain pour bah, le reste des épreuves peut-être. Non, ben non, lundi pour épreuve de SVT, mais plutôt épreuve de SI. Allez, ciao.